Appropriation culturelle. Nous sommes mères et grand-mères par le sang et autrement. Nous nous levons pour protéger nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants, nos enfants qui appellent à l'aide, nos enfants, volcans de promesses, que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible. Nous sommes celles qui mettent au monde, celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fières et en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes de partout, nous sommes innombrables, d'un océan à l'autre et bien au-delà. Nous sommes mère loup, mère caribou, mère outarde et mère carcajou. Nous sommes la mère beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères. Nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour. Nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre. L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde. Je me présente Mathieu Proulx, je serai votre animateur pour cette soirée spéciale podcast et balado autour de l'environnement. Vous venez d'entendre le texte de Mères au front qui chapeaute cette soirée-là avec le Conseil régional de l'environnement notamment. Et aujourd'hui, donc, on va avoir une magnifique discussion sur le thème des luttes d'hier à aujourd'hui. Wina Jacob, co-animatrice, ça va bien? Oui, toi Mathieu? Ben oui, donc explique-nous un peu le contexte de cette soirée-là tout d'abord. Bien, le contexte vient d'un désir de comprendre, étant donné que nous, on veut lutter pour le territoire, mais comprendre d'où on part, de savoir d'où ces luttes-là ont émergé et de se baser sur le passé et le présent afin de pouvoir bâtir peut-être quelque chose de mieux pour le futur. Et donc, comme premier podcast, on reçoit 3 panélistes avec nous. On va vous les présenter. Bien, tout d'abord, on a Henri Jacob. Donc, présentez-vous pour quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a amené ici dans ce podcast? Pourquoi vous avez accepté l'invitation? Tiens. Parce que c'est ma fille qui me l'a demandé en premier. Ah, le micro. Il n'y a pas peur de frencher les micros. Ils ont été désinfectés. En fait, la première raison, c'est parce que c'est ma fille qui me l'a demandé. Fait que c'était assez dur de refuser. Il n'y avait pas de choix. Oui. Mais en particulier, c'est parce que... Au nombre d'affaires que j'ai fait pour toi. En particulier, c'est aussi parce que le mouvement Mères au front m'inspire beaucoup. Je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est né de cette façon-là, spontanée, qui n'est pas encombré par la paperasserie. Ça fait que c'est ça qui m'a attiré, qui me pousse à venir ici et participer à cette organisation-là. Excellent, merci. Et on poursuit juste à côté, Nicole Desgagnés. Bonjour, alors moi, je suis la fille de la gang, en fait, les une, hein? C'est drôle. Non, mais je niaise un peu, mais en fait, c'est que je suis de Rouyn-Noranda et comme l'air est super bon à Rouyn-Noranda, il fallait qu'il y ait autre chose que du monde de Val-d'Or, je pense. Alors, je vais vous parler plus des luttes qui ont débuté quand moi aussi, j'étais une jeune maman, dans les débuts des années 80. Puis maintenant, je suis au comité arrêt des rejets et émissions toxiques en lien avec la fonderie Horn. Et pour terminer, donc, le dernier, non le moindre, Doris Saint-Pierre, oui, citoyen engagé. Depuis 1948. Citoyen engagé depuis 1948, c'est ça? Enragé. OK, c'est ça. OK, c'est ça, c'est la petite Enragé. nuance. Quand Wina m'a demandé comment que je voulais être présenté, elle a dit
citoyen engagé, j'ai dit non enragé, mais c'est un peu à la blague. Mais je me présente comme solifile éco-anxieux. C'est intéressant, on va en parler, je pense, plus tard, certainement. C'est la Ça veut dire quoi? deuxième raison pour laquelle je suis venu, c'est pédagogique, pour vous apprendre des nouveaux mots, pour décrire les nouvelles réalités d'un nouveau monde. Doris, c'est quoi un solifile? Soliphilie? Avec Philly, j'ai peur. Attends, c'est ici, là. Je me suis inspiré beaucoup de ce bouquin de Glenn Albrecht, un philosophe environnemental australien, Les émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde. Parce qu'on utilise des mots bullshit, développement durable, équilibre, comme dit Legault et Pierre Dufour. Et tout ça, c'est de la bullshit. Et lui propose des nouveaux mots plus frappants, plus percutants pour décrire les nouvelles réalités. La soliphilie, selon Albrecht, c'est l'amour du lieu ou du territoire, si vous voulez, ou de l'environnement, se traduisant par l'engagement politique pour la protection des habitats aimés à toute échelle, du local au global, contre les forces de la dévastation. Alors, je suis un soliphile, mais néanmoins éco-anxieux, parce que mon implication avec l'Action boréale, entre autres, m'amène à lire et à écouter beaucoup de dossiers. Et c'est très éco-anxiogène. Merci. Qu'est-ce qui fait que, je demanderais peut-être à Nicole et Henri, étant donné qu'on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes soliphile, étant donné qu'on va utiliser les mots que Doris nous offre? Moi, j'ai retenu juste la partie « on aime les vieux ». Fait que, je ne sais pas si je suis... Comment tu appelles ça encore? Soliphilie. La soliphilie. La soliphilie. Je ne sais pas si je suis soliphilie, mais... Oui, Mazin, action politique. Ben moi, je pense qu'en fait, ce qui le rend anxieux, c'est de me côtoyer. C'est souvent ça. Puis moi, je suis anxieux parce que je milite avec Doris. Pour reprendre les mots de Doris, qu'est-ce qui fait que vous vous impliquez, que vous voulez protéger le territoire? Bien, la première raison pourquoi je m'implique, c'est naturellement parce que je suis intéressé à la nature. Deuxième raison, c'est parce que tu es ma fille. Puis la troisième raison, c'est que tu as 4 enfants. Puis je pense que si je suis un peu homo sapiens, j'ai l'obligation de m'impliquer pour les générations à venir. Tu sais, pour moi, c'est juste naturel. Puis ça me vient de ma mère. Ma mère était d'une altruiste qui ne se regarde pas. Ça fait que j'en ai attrapé un petit peu, pas autant qu'elle. C'était un peu pour ça. Oh. C'est peut-être le prendre soin, mais c'est un prendre soin qui est là parce que je suis très indignée et très en colère quelque part, là, même si j'ai l'air bien calme. On est face à des choses qui n'ont comme pas de bon sens. Fait que la dernière cause pour Rouyn-Noranda, c'est assez troublant. On va aller plus loin, mais je pourrais aller plus loin dans les explications. Mais grosso modo, c'est qu'il y a des choix qui se font. On ne tient pas compte du monde, on ne tient pas compte de la nature, on ne tient pas compte de nos enfants, on ne tient pas compte en avant. La seule façon de ne pas être trop s'écraser dans notre coin puis faire notre jardin, ben c'est où tu bouges puis tu essaies de changer les choses. Là. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'allais dire, on la trouve où, cette motivation-là, de ne pas devenir aigri par tout ça? Parce que les trois, vous le faites depuis plusieurs années. Oui, quelques-unes, dans ton cas. Mais ça serait facile. C'est pas tout le temps des luttes qu'on gagne ou c'est pas tout le temps des luttes qu'on gagne rapidement. C'est beaucoup, beaucoup du long terme. Vous avez affaire à des gens puis à des murs qui dressent des murs devant vous. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on poursuit ces luttes-là? C'est le monde autour. Moi, je pense qu'on n'est pas tout seul. C'est surtout ça. Je pense qu'on découvre qu'il y a d'autres personnes qui sont indignées comme nous, qui sont en colère, qui veulent changer les choses. Oui, il y a des murs, mais il y a aussi de l'espoir. Enfin, je pense que c'est le mélange des deux. Puis l'indignation nous porte. Oui, puis il y a aussi... Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie physique. Exemple, je suis tombé à l'eau dans la mer, je ne sais pas nager, j'étais loin de la berge, je me suis mis sur le dos puis j'ai flotté jusqu'au bord. J'avais 2 choix, où je me laisse couler ou j'espère... Ou tu pognes un coup de soleil, ça Puis j'ai pogné un coup de soleil naturellement. Mais c'est un peu la même image.
moi, je crois qu'on n'a pas le choix. Si on est moindrement conscient qu'il faut faire de quoi, peu importe, peut-être qu'on va perdre, mais c'est certain qu'on va perdre si on ne fait rien. Fait que le choix, me semble, est pas difficile à faire. Puis j'envie les gens qui sont capables d'oublier la réalité de tout ce qu'on voit, puis de toute la pourriture qu'on a, de nos gouvernements qui sont corrompus. Puis c'est encore pire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les dossiers sur le caribou. Il est rendu plus populaire que le dossier de la guerre en Ukraine. C'est assez spécial qu'on parle du caribou de Val-d'Or autant qu'on parle de les bombes qui sont tirées sur du monde, là. Mais ça dénote une chose. On n'a pas le choix de parler. J'entends parler les mères au front qui nous disent que leurs enfants ne voudront pas faire d'enfants. Puis je peux comprendre ça, là, que tu dis que dans quoi je vais les mettre. Ils vont maillir de les avoir mis au monde. Peut-être tu vas maillir de t'avoir mis au monde. Mais mon point de vue, c'est même pas un choix. Puis je trouve pas ça nécessairement difficile. J'ai été pogné dedans. C'est un peu comme je suis gaucher, je suis venu au monde comme ça, qu'est-ce que tu veux. Fait que je pourrais te conter bien des histoires pour en arriver à dire pourquoi, des anecdotes, des batailles qu'on a faites. Mais on en gagne aussi. Ce qu'on ne sait pas souvent ici, où les gens qui ne sont pas trop proches n'ont pas conscience qu'il y a eu des grandes batailles qui se sont gagnées. Puis souvent gagnées à partir de juste 2-3 personnes en commençant. C'était pas des gros groupes, c'était pas des grosses organisations. On dit tout le temps, c'est David contre Goliath, c'est vrai. Mais en bout de ligne, après la 3e roche, c'est Goliath qui est tombé. Puis, moi, je me garde toujours une coupe de roche dans mes poches. Fait que votre moment, David, le plus fier, ce serait quoi? Votre lutte gagnée, que vous êtes content d'avoir gagnée? Au plus il y en a une avec un petit comité de citoyens à l'époque à l'île Cisco, quand compagnie minière junior, mine Maufort, ont voulu dénoyer la vieille mine Cisco, qui était une mine d'or très riche, et ils nous ont fait perdre l'eau de nos puits, mais ils nous ont donné le fardeau de la preuve pour faire le lien entre le fait qu'on perdait l'eau de nos puits et le fait qu'eux autres dénoyaient la mine. En tout cas, on les a tenus jusqu'à la fin. Et c'est un combat qui a duré 2-3 ans. Mais finalement, ils se sont associés avec d'autres compagnies minières qui étaient un peu plus gentlemen. Et ils ont payé un réseau d'aqueducs sur l'île Cisco, en passant un pipeline à partir de Sullivan, sous le lac de Montigny, en fait, jusqu'à l'île Cisco. Ça, on était assez fiers de ça. Ça nous a coûté une couple de millions, là, mais... Ils en ont fait une Mais ils n'ont couple. jamais voulu admettre. Ils ont dit qu'ils ont mis 2 millions sur la table pour acheter la paix sociale, parce qu'on ne les laissait pas en paix, nous autres. Ça, c'est une des victoires, là, mais... Ben, c'est bien. À Rouen, ça a été, c'est sûr, l'usine d'acide, la réduction du soufre puis de l'anhydride sulfureux, là. Mais en même temps, ça a un goût amer. Juste pour faire une petite histoire courte. Comme l'eau de Rouen. Oui. Excuse. Peut-être. J'ai un filtre, je ne m'en souviens plus. Alors, on va au début des années 80. Nous autres, on est arrivés. Moi, je suis des Cantons de l'Est à la base. J'ai habité ici 6 mois à Val-d'Or, puis on s'est retrouvés à Rouen. Je dis Rouen parce qu'à l'époque, c'était Rouen, là, c'était pas Rouyn-Noranda. Et on a les cheminées, il y a le souffle, on étouffe. J'ai un bébé d'1 an et demi, j'en attends un autre. Je ne peux pas vivre là avec des jeunes enfants, c'était clair. Ça fait que, on se dit qu'il faut faire quelque chose, puis on se rend compte que les gens, c'est comme les nouveaux arrivants qui chialent plus, comme nous autres, que les gens qui sont là depuis longtemps parce que c'est une fatalité. C'est sûr qu'il y a eu une lutte, il y a eu beaucoup d'étapes là, que je vous saute. Et on s'est retrouvés finalement, progressivement, bon, avec, c'est souvent le cas, là, on a souvent des stools, des compagnies qui viennent nous donner des in, puis qui font que tu sais qu'il y a des choses qui peuvent se faire, puis le dossier se monte, puis bon, ça avance. J'étais pas au front, là, vraiment, j'étais dans l'organisation, mais pas directement dans l'organisation directe
de tous les comités, mais ce qui est important, c'est que progressivement, ben là, la fameuse usine d'acide qui pouvait permettre de récupérer ce souffle-là qu'on recevait puis qui étouffait tout le monde, pouvait exister puis c'était faisable. Fait que bon. Et effectivement, avec le temps, ça s'est bâti. Mais le goût amer, il vient qu'il a été payé par les citoyens. Hein? Dans le fond, le fédéral a payé le tiers, le provincial a payé le tiers. Puis, théoriquement, la fonderie devait payer l'autre tiers, mais on lui faisait un prêt jusqu'à temps que ça soit rentable. J'ai jamais entendu parler du remboursement du prêt. Et l'autre goût amer, c'est quand le souffle, ça dérange. Hein? Le souffle, t'étouffes, tu t'en rends compte tout de suite, tu restes pas à l'extérieur. Mais il y avait bien d'autres choses en dessous du souffle. C'est ça qu'on vient de découvrir. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un goût amer, parce que c'était une victoire. On était heureux sur le coup, puis oui, notre qualité de vie a augmenté en apparence. Mais disons qu'il y avait comme d'autres choses. Peut-être que je peux, dans mon cas, je dirais qu'il y en a eu plusieurs, parce que justement, en me préparant, je regardais ce que j'avais fait. Moi, j'ai commencé à militer en 1972, ici, en Abitibi. Mais une des grosses batailles qu'il y a eu vers après 86, je pense, c'est que la compagnie qui s'appelait... C'est correct? J'ai dit les PPC. Oui, c'est ça, c'est exactement. Une compagnie Selenco, qui voulait, une grosse compagnie américaine, qui voulait implanter le plus gros incinérateur. À l'époque, on disait de BPC, mais on a appris rapidement que c'était de brûler tous les produits toxiques qui étaient à l'est du Mississippi, qui auraient monté tout vers Sainte-Terre. La compagnie était tellement sûre que l'usine a été construite à Sainte-Terre, la bâtisse a été construite, une bâtisse à l'échelle qui résiste à l'échelle de Richter des tremblements de terre jusqu'à 10. Ça veut dire à peu près n'importe quoi. Ils étaient tellement sûrs, ils l'ont construit. On était 3 personnes qu'on a rencontrées. C'est drôle parce que c'était les avocats de la mine Noranda, qui étaient la grosse compagnie à l'époque, le plus gros pollueur. Ces avocats, qui étaient des avocats de Toronto, des anglophones, rencontre-moi Jake Rouleau, puis le troisième, je ne me rappelle pas. Jake Rouleau, c'est une histoire, il faut que vous trouviez. Il a écrit une couple de livres, mais c'est vraiment un phénomène spécial en Abitibi. On rencontre ces avocats-là, puis ces 3 avocats-là nous disent, après qu'on ait discuté, on dit ça n'a pas de bon sens, monter ça, les dangers de monter les produits toxiques ici en Abitibi. Tu sais. On pensait, nous autres, c'était quelque chose de logique. Là, ils nous disent, ils ont fini par se choquer, puis ils ont dit... Ils nous ont dit ça en anglais, mais je vous traduis. C'était presque précis comme ça. C'est pas 3 trous de cul comme vous autres qui vont nous empêcher de faire de la business. Bien, les 3 trous de cul, on a mobilisé des gens, dont Doris Saint-Pierre et d'autres mondes. Les 3 trous de cul, on a assez brassé la merde, ça a fini par se sentir. Puis ça a fini que quand ils ont voulu rentrer les premiers voyages de BPC, tous les chemins étaient bloqués pour l'Abitibi. Puis ça a fait mourir le projet comme ça. La bâtisse s'est vendue 1/10 du prix l'année d'après. Ça, c'est la première des choses. Puis juste un autre rapidement. Je suis allé aujourd'hui avec Émilise. C'est la forêt Piché-Lemoine. La forêt Piché-Lemoine, on a réussi à protéger 40 km de territoire près de Val-d'Or, une quinzaine de kilomètres ici. Puis c'est la première aire protégée qui existe au Québec selon les critères des aires protégées, avant même que le principe soit mis en place. On a commencé, on a construit des sentiers éducatifs où les compagnies forestières voulaient aller faire des coupes sans leur dire, ce qui les empêchait d'aller sur ce territoire-là. Après ça, on a fait des sentiers de vélo, après ça, des sentiers de ski de fond, toujours l'année avant que les travaux soient produits. À un moment donné, quand est arrivée la politique sur les aires protégées, en l'an 2000, les gouvernements ont demandé aux compagnies, parce qu'on a proposé comme aire protégée officielle, puis on a demandé aux compagnies forestières, êtes-vous d'accord? La compagnie forestière, ici à Val-d'Or, a dit, de toute façon, il était aussi bien de le mettre dans un arbre protégé. On n'est pas capable de couper un arbre tant que Jacob va vivre. Fait que vous pouvez aller bénéficier de cette forêt-là il va rester. Il y en a d'autres, mais moi, je trouve ça important parce que même nous autres, des fois, on oublie les victoires parce qu'il y a tellement on pourrait vous parler des défaites, là, on en aurait pour longtemps. Mais c'est important de rappeler qu'on est capable, même un petit groupe, qui décident de se mobiliser. Parce que dans le cas des BPC, tous nos gouvernements, tous les politiciens locaux, régionaux, puis provinciaux étaient tous d'accord, il y avait tous les permis. Puis c'est des gens juste sans aucune espèce de budget qu'on était capable de les empêcher. Fait que c'est pas toujours, on ne gagne pas toutes, mais c'est important de savoir qu'on peut en gagner des fois un petit groupe. C'était ça ma question, justement. C'est quoi le secret pour garder de mobilisation? Bien, d'abord, créer la mobilisation, parce que j'imagine qu'une personne seule va rarement gagner. Il faut qu'elle soit entourée, il faut qu'elle soit backée par des gens. Comment on réussit à la faire
monter cette mobilisation-là, puis comment on la maintient. Souvent, on parlait de combats qui durent 2-3 ans. C'est facile de se décourager, puis de baisser les bras, puis de dire « fuck it, je vais aller m'occuper de mon bon gazon chez nous ». Moi, dans mon cas, puis le monde le reconnaît, j'étais une tête de cochon. Fait que, un pitbull. C'est un ouais. pitbull. Puis, quand il mord un jarret, il ne lâche pas facilement. Puis je carbure à l'opposition, c'est plate, je me rends compte que je suis meilleur quand il y a de l'opposition que quand ça va trop bien. Fait que Dufour, je suis bien content qu'il soit là parce que c'est lui qui me pousse à pouvoir écrire et à pouvoir travailler. Beaucoup plus que les autres. Fait que c'est un peu... Dans mon cas, c'est simplement que quand il y a une bataille à faire, je me dis, je vais la faire. Tu sais, je me pose pas la question, je suis idiot un peu. Tu sais, je me pose pas la question s'il y a des chances de gagner. On fait la bataille. Puis Doris, il embarque avec nous autres. On est tout le temps... On a fait plusieurs batailles ensemble. C'est un peu la même chose. On ne se pose pas la question si on va gagner à la fin. Dans le cas des caribous, là, en 1984, on était ensemble. On a fait une manifestation sur le caribou de Val-d'Or qui va avoir la dernière audience publique la semaine prochaine ici à Val-d'Or. Fait qu'on lâche pas. Là, depuis 1984, ça fait quelques années. Fait que quand le ministre ou les gens de Chambre de commerce disent c'est un nouveau dossier, là, minute. Pas un peu de déni là-dedans. Un peu. Moi, j'ajouterais à ça, puis tu ne le nommes pas, mais ça fait partie de la stratégie. Il faut informer, il faut faire connaître, il faut mobiliser, il faut regrouper les gens, puis il faut mettre les gens d'action dans des choses aussi. Parce que, tu sais, il y a comme une partie qu'il faut comprendre, la situation. Tu sais, le caribou, puis bien d'autres histoires, on a tous plus ou moins participé à divers niveaux à toutes ces batailles-là. Mais c'est de l'information. Tu sais, les gens n'embarqueront pas dans n'importe quoi. Fait qu'il faut se sentir concerné, il faut comprendre, il faut avoir le goût de bouger, puis pour pouvoir faire des petites actions aussi, pas juste la grosse affaire. Ça fait que, tu sais, il y a ça aussi. Là. Il y a la manif, oui, mais il va y avoir la lettre ou il va y avoir une autre démarche ou des documents qui vont être produits. En tout cas, moi, je pense qu'il y a ça. Puis il y a aussi d'être crédible aussi. Je pense qu'on n'est pas en train de... En tout cas, on n'a pas des dossiers qui ne sont pas crédibles. Là. Ce qu'on fait, c'est solide puis c'est documenté. Ben, moi, à la base, la motivation première, c'est peut-être drôle à dire, c'est l'injustice. J'ai toujours été quelqu'un contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Et dans tous les cas de problèmes environnementaux, ça entraîne des problèmes sociaux, des problèmes d'injustice sociale. Je n'ai jamais accepté l'injustice. Et c'est pour ça que, entre autres, j'ai milité et je suis encore... très impliqué dans le monde autochtone. Ça fait 30 ans que je suis membre du CA, du Centre d'amitié autochtone, à cause, quand j'ai réalisé, d'abord, je me suis mis à voir cette réalité invisible, ce peuple invisible, que j'ai appris à connaître. J'ai été contaminé par leur vision holistique, symbiotique du monde, des relations où l'humain est dans une symbiose égalitaire avec tous les êtres vivants. Et je suis un partisan, c'est drôle à dire, mais je suis un partisan du vivant. Moi, je suis pour qu'on reste en vie le plus longtemps possible. Ben, c'est pas pire. Alors, un bon projet. Effectivement, je m'oppose à l'industrie de la mort, à l'éco-nécrophilie. L'éco-nécrophilie, bon. Une autre affaire. C'est des gens ou c'est des industries, des actionnaires qui ont besoin du meurtre de la nature, du meurtre des écosystèmes et de la biodiversité pour survivre, pour faire de l'argent pour leurs actionnaires. Ça, c'est de l'éco-nécrophilie. Et moi, je suis plus juste simplement écophile et terraphile et... je pense que je viens de comprendre. Non, mais c'est pas compliqué, on veut rester en vie. Puis quand il y a du monde qui tue la vie, regarde, on va être là, on va être là. Une belle définition pour Glencore. Tu as raison. Après, il faut mobiliser les gens puis tout ça, mais il faut trouver les bons arguments et dorénavant, il faut trouver les bons mots. Il faut bien connaître les émotions de la Terre, et on en fait partie. Nicole, ce qu'elle a dit tantôt, il faut mobiliser les gens. Moi, elle m'a rappelé une chose que j'avais faite, puis là, ça me revient. C'est que dans le cas de la forêt Piché-le-Moine, j'étais tout seul au départ, parce que je restais dans ce coin-là, puis c'était la forêt où j'allais jouer. Puis c'était une forêt, c'était drôle encore. Ah, c'est bien, toi, tu as protégé ta forêt, puis...
Les Richard autres, Desjardins on a protégé C'est son ça. coin de forêt L'autre, dans C'est ça. où est-ce qu'il y a son chalet. Au Là. lac Joanne. C'était puis pour ramener avec L'autre qui a ramené ce qui de l'eau se passe chez eux. aujourd'hui, c'est que c'est une forêt qui a été attaquée par la tordeuse de Bourgeon-d'Épinette, que le gouvernement aujourd'hui étudie exactement la stratégie de ce temps-là. Il faut aller couper rapidement cette forêt-là, naturellement ramasser les bons arbres aussi, surtout les bons arbres à l'époque. Fait que nous autres, quand on a commencé à vouloir défendre ça, les gens n'arrivaient pas à comprendre comment se fait ça. Tu vois une forêt qui est vraiment dégueulasse parce que tous les sapins étaient morts. Puis là, c'était 80 des arbres qui étaient morts. C'était pas un petit pourcentage, c'était dégueulasse à voir. On a fait des sentiers éducatifs et tout ça. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une carte avec des couleurs, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Puis on est passé dans toutes les maisons, puis on a donné ça à tout le monde à Dubuisson. Fait que les gens à Dubuisson pensaient qu'il y avait une forêt extraordinaire, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Puis pourtant, il y a une forêt vraiment ordinaire de l'Abitibi, là. Mais le fait que les gens étaient là, fait qu'à chaque fois qu'ils voyaient un truck arriver avec un bulldozer, avec une pépine ou quoi que ce soit dessus, ils s'organisaient pour m'appeler Jacob et dire « Hey, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la forêt. » Fait qu'on a été de cette façon-là, c'était un peu ça, tu sais. Puis c'est les gens ordinaires, là, qui... Puis aujourd'hui, les sentiers qu'on a là, le monde va se promener. Je suis allé encore aujourd'hui. Tu te promènes l'hiver. Il y a tellement de monde qui utilise ces sentiers-là que c'est carrément tapé. Tu n'as même pas besoin de raquettes. Fait que c'est juste pour dire que la partie que j'avais oubliée, c'est ça. C'est la question de les gens, là. Puis la population, ce qu'on a souvent l'impression qu'on n'est pas souvent gros dans ça. Dans le cas de Sainte-Terre, on avait fait faire un sondage à Sainte-Terre où la majorité de toute la population du Québec disait que ça va aller tout seul. Bien, quand on a sorti le sondage, il y avait 65 de la population qui pensait comme nous autres. Puis pourtant, il n'était pas là. Ça a tout changé, le débat. Sur ça, moi, je me demandais aussi, tu sais, quand on a fait nos recherches pour vous inviter, puis qu'on cherchait des gens, une des difficultés qu'on s'est rendu compte, en tant que maire au front, on voulait parler à des femmes qui avaient lutté dans le milieu environnemental depuis plusieurs années ici en région, et on n'en avait pas des tonnes. Les noms qu'on voit, les têtes d'affiche, c'est des hommes. Fait que, Nicole, je me demandais le rôle de la femme dans cette lutte-là. C'est vrai que ça a Est-ce qu'il était dur? C'est ça. J'ai envie de te dire que ça a peut-être changé. Moi, tu vois, je me suis impliquée beaucoup, mais au niveau social au départ. La maison d'hébergement alternative à Rouen, j'étais sur l'implantation, le point d'appui, d'autres groupes à l'école et tout ça. Et l'environnement, c'est venu un petit peu après. Puis actuellement, là, ce que je peux dire, le comité arrêt, il est à 70 de femmes. Là. Ça fait qu'il y a comme un changement peut-être dans la façon de voir les choses. Là, c'est sûr que nos enfants sont attaqués. Là. C'est comme assez clair. C'est le déclencheur, je vous explique rapidement. Vous avez entendu parler, il y a eu une étude de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau des enfants. On est allé vérifier l'imprégnation à l'arsenic, au cadmium et au plomb. Et du côté du cadmium, c'était peut-être pas le meilleur test pour ce groupe d'âge-là. Du côté du plomb, ça s'est amélioré. Mais du côté de l'arsenic, en allant dans les ongles, ce qu'on n'avait jamais fait, bien là, en fait, on n'avait jamais fait les ongles, mais on a trouvé d'autres choses là, depuis ce temps-là. On s'est rendu compte que les enfants étaient très imprégnés à l'arsenic. Ça fait que là, il y a comme un problème. Là. Tu vois que tes enfants, ils sont déjà entachés pour le reste de leur vie. Ils sont nés là, tu les as mis au monde là, puis tu penses qu'ils sont dans un milieu sain. Puis tu sais, des fois, tu es la grand-mère, tu as mis tes enfants, puis eux autres aussi, ils ont des enfants. Là. On a des situations comme ça autour de la table. Moi, je ne suis pas dans le quartier Notre-Dame comme tel, mais je suis dans le panache de fumée pas mal. Mais, tu sais, dans le comité, il y a, c'est ça, 70 de femmes, puis il y a une partie, il y a 30 d'hommes. Cette histoire-là a fait que les femmes se sont beaucoup impliquées, effectivement, peut-être plus que des hommes dans ce cas-là. Mais puis c'est les grands-parents, c'est les parents. Je suis avec des gens qui n'ont jamais milité, OK, en grande partie. Là. Il y en a qui ont déjà milité, mais très peu. En général, c'est des gens qui viennent de découvrir ça. Aujourd'hui, on était à la marche, puis je le dis parce que je trouve ça super le fun. Autour de la table, il y a Pierre Vincelette, que vous connaissez, médecin, néonatologiste, pédiatre et tout ça, qui est à la retraite. Mais lui, il habite dans le quartier Notre-Dame. Lui, il est arrivé là dans les années 75-80. Il a mis ses enfants au monde là. Il y a des petits-enfants qui sont dans le quartier. Il est vraiment là. Et lui,
comme moi, qui étaient dans le réseau de la santé, parce que là, entre le souffle, puis maintenant, il y a des choses qui se sont passées, puis il y a des choses qu'on a apprises. Quand je vous dis qu'il y en a un goût amer, c'est que l'arsenic était déjà là et qu'il y avait déjà des études qui avaient été faites qu'on ne savait pas. Alors, des études qui avaient été faites par la santé publique. Oui, mais Alors, juste rapidement pour dire que Pierre était à la manif aujourd'hui pour la Terre. Moi, Pierre Vincelette, je l'ai jamais vu dans une manifestation. Michel non plus, Michel Bachand. Ça fait que c'est comme du nouveau monde qui s'implique, qui n'avait jamais été confronté à des choses comme ça, mais qui sont aussi portés, là, bon, ils connaissent la situation, ils ont analysé, c'est des gens qui sont capables de fouiller la littérature beaucoup. Fait qu'on a comme autour de la table de toutes sortes de monde, puis ça s'est élargi vraiment le noyau. Je vais aller tout de suite sur le fait que c'était déjà là. Oui, en 79, il y avait eu des études, c'était les cheveux à ce moment-là, mais on avait vu qu'il y avait de l'arsenic. Puis on n'était pas allé juste dans le quartier Notre-Dame. À ce moment-là, on avait au quartier Centre, puis aussi au bord du lac, là, du côté où moi j'habite. Et déjà, il y avait des signes inquiétants. Il y en a eu d'autres en 82 auprès de la population où on disait qu'il y avait plus de cancer du poumon, qu'on comparait à Val-d'Or, parce que c'est des populations semblables, à peu près le même genre de revenus, de scolarité. Ça fume moins loin, on a plus de cancer du poumon. Ça fume moins loin, puis on a plus de MPOC, la maladie pulmonaire chronique. Il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça, on sait ça depuis 82. Quand on fouille, c'est là qu'on devient en colère, parce que cette histoire-là, on ne la savait pas. Ce qu'on a su dans les années 80, c'est qu'il y avait du plomb. Puis il y avait du plomb dans le quartier Notre-Dame. Fait qu'il y a eu un gros travail qui s'est fait au niveau des sols. On a réhabilité les sols, on changeait de terrain, on a testé les enfants. Oui, ça a eu un impact, mais l'arsenic, on l'avait oublié. Il n'y a pas eu de choses là-dessus. Fait que c'est assez fâchant, tout ça. Au début des années 2000, 2004, il y a eu des gros pics d'arsenic dans l'air, parce que tout ce temps-là, on a plein d'arsenic dans l'air. On ne le sait pas. Mais il y avait eu vraiment des pics qui avaient été mesurés. Ça fait que là, il y a vraiment des experts, des toxicologues, des gens qui connaissent les mines, là, des métallurgistes, toutes sortes de monde qui travaillent dans ce domaine-là, puis de plusieurs ministères. C'était super intéressant. Quand on lit leur rapport, ça n'a pas de bon sens que ça n'ait pas été écouté. Puis eux, ils ont dit, ça suffit, ça n'a pas d'allure. Il faut que ça baisse, puis il faut que ça baisse dans 18 mois. On est 20 ans plus tard. C'est rien passé. Alors, quand je dis qu'il y a comme un goût amer du soufre qui est disparu, bien, en arrière, il y avait du plomb, il y avait du cadmium, il y avait de l'arsenic. Puis là, on vient d'apprendre qu'il y a du nickel. Puis en plus, bien, ils peuvent en mettre plus dans les airs parce qu'ils ont augmenté la norme. Ça fait que c'est inquiétant, cette histoire-là. Tu vois qu'on a laissé vraiment aller, il y a eu du laxisme épouvantable. Fait que oui, il y a des mères très en colère et des grands-mères en colère autour de la table. Peut-être plus que dans les années 80, peut-être parce qu'on fait des choix différents aussi, là, je ne sais pas. Oui, puis dans ce dossier-là, là, en 1985-86, Richard avait fait un film. Il y avait eu Les Travailleurs, c'est ça. Oui, il a fait un film qui s'appelait Noranda. Puis à l'intérieur, ce qui avait d'assez intéressant, c'est qu'il annonce que la compagnie paye des peintures neuves à tous les chars parce que la peinture est attaquée par là. Puis il interviewe... Veux-tu en avoir une bonne? Ils le font encore. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais il avait interviewé quelqu'un qui restait collé sur la mine. C'était un monsieur probablement sur le bien-être social. Puis il y avait une belle Mustang jaune-orange. Puis le monsieur, il pose la question, Richard, il pose la question dans le film. Il dit, qu'est-ce que ça vous dérange-tu, cette affaire? Ben, il dit, moi, j'ai un char. Il dit, ça me dérange, ça fait lever la peinture. Mais il dit, si j'aurais pas de char, ça me dérangera pas. Ça fait lever la peinture. Mais c'est ça, la connaissance, l'information. Il avait dit, une chance que nous autres, on n'est pas peinturés. Ouais. Fait que ça donne un petit peu une idée comment se fait ça qu'il y a des choses qui se passent dans ces années-là, puis il y a une dénonciation, puis là, il montrait comment de travailleurs et de personnes qui travaillaient simplement les nettoyeurs de vêtements qui mouraient quasiment à l'âge de 40 ans, 35 ans. Pendant le tournage du film, là, il y a plusieurs... En fait, le film a été fait en même temps que la gang du Mont-Sinaï, l'école qui avait étudié les travailleurs. Puis pendant le travail, l'étude et le film, à la fin du film, il y a le nom des gars qui sont morts pendant la... Écoute, c'était le cœur qui vire à l'envers. Il est encore disponible si vous voulez le voir. Mais c'est troublant. Mais là, tu vois, c'est le côté des travailleurs. Donc ça avait été réglé, chic. Après ça, on règle le souffle. Puis après ça, on décontamine les terrains, le plomb, mais il y avait comme d'autres choses, puis on s'en est pas occupé. C'est ça qui est fâchant pour tout le monde actuellement. Puis ça a des impacts. Donc, la conscientisation des gens avec le temps s'améliore, le militantisme
aussi, ou ça diminue avec le temps? Parce que j'ai l'impression que, justement, vous avez fait des belles luttes avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, on continue à faire des belles luttes aussi, mais il y a beaucoup de... Comment on dit? Il y a de me, myself and I aujourd'hui, un peu plus qu'aujourd'hui. Comment tout ça a évolué avec le temps? Bien, en tout cas, moi, dernièrement, ce que je note là, dans les 10 dernières années, il y a une montée chez les jeunes, on le voit ici déjà, ils réalisent, ils ont plus d'informations que nous autres, on en avait à cet âge-là. Donc, ils n'ont pas fait tout le même travail qu'on a fait. Puis j'espère qu'on va se servir un peu, peut-être, à transmettre un peu de nos idées pour qu'ils puissent les utiliser encore mieux que nous autres, on les utilise. Mais ce qu'il y a aussi de l'autre côté, qui est plus plate, on s'est aperçu que nos dirigeants sont de plus en plus... Moi, je prends le mot « pourri » parce que je suis poli, mais c'est dégueulasse ce qui se fait, là, tu sais, c'est même criminel. Je vais juste donner la petite commission qui s'en vient là, pour retarder la décision. Bien là, ils viennent de nous annoncer qu'on fait une consultation publique. Bien là, vous allez avoir 5 minutes pour expliquer un mémoire que vous présentez, en 5 minutes. Fait que tu veux écouter la parole des gens. Fait que moi, c'est ça que je trouve, c'est que nos gouvernements, ça n'a pas de bon sens. Ils prennent le monde, ils sont rendus qu'ils prennent le monde pour des idiots, des imbéciles. Ça se peut pas, là. C'est vraiment rendu grave. Bien, il n'y a pas juste nous autres qui le disent. Tu écoutes les journalistes, ils parlent de notre ministre qui est ici. Là. Il n'est pas ici dans la salle, malheureusement. Non, il a refusé l'invitation. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'a invité. Même les journalistes qui sont hyper polis, ils parlent que c'est une erreur de création. Lui, c'est quoi? C'est une fausse couche? C'est quoi? C'est pas ça qu'ils disent. Ça, c'est ma traduction. Mais même, j'ai plus de respect pour les fausses couches. Parce que... En tout cas, moi, je suis un fan de Greta Thunberg. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a ému? Parce qu'à elle seule, elle mobilise des centaines de milliers de jeunes à travers le monde. Oui. Mère au front, regarde, c'est des jeunes. Mère au front, c'est des terras furieuses. Claudie, c'est donc parfait. Terra furie non féminin, colère extrême non contenue, provoquée par les tendances autodestructrices de la société industrielle et technologique. Elle incite à la protestation et à l'action. C'est parce que dans le temps, nous autres, ils nous appelaient les hystériques. J'aime mieux Terra Furieuse, finalement. Oui, mais ça, des hystériques. Nous autres, souvent, ils nous accolent le nom engagé parce que c'est une façon de discréditer la personne qui parle. Tu comprends? Ah oui, c'était ça aussi. Une façon de discréditer en voulant dire, tu es un chialeux, tu es une hystérique, donc tu n'es pas crédible. C'est une vieille technique, mais c'est ça, ça prend les bons mots pour rétorquer, puis faire valoir le bien fondé de ton discours, de ce que tu as à dire. Parce que bullshit, il y en a. Le gouvernement actuel, son ministre des forêts, l'environnement. Des forêts, c'est un discours, c'est une langue de bois. Pour un ministre des Forêts, c'est pas pire avoir une langue de bois, là, mais non, mais on se fait bullshiter. Aller-retour. Mais j'aimerais bien que tu essaies d'y montrer quelques mots là-dedans s'il serait capable de les dire. Comme disait Pierre Foglia à un moment donné, il paraphrasait, je ne sais pas trop, il disait la langue de bois ou certains discours de nos représentants politiques, là, genre développement durable, il dit c'est de la vaseline dans le cul de l'opinion publique. Tu sais. Ça a l'avantage d'être clair. Ça a l'avantage d'être clair. Oui, mais tu n'as pas le de nommer des marques. Faut que tu dises la gélatine. Je ne sais pas si notre... Gelée de pétrole. Et pour les jeunes? Ah non, il nous reste encore du temps. Est-ce que notre temps achève? Il nous reste 20 minutes. Ah, bon, parfait. On a un maître chrono, c'est parfait. Mais moi, je vais être sûr, avant que la cloche sonne, d'aller vider ton sac. J'ai parlé au début de ma rencontre avec le monde autochtone. N'oubliez pas que nous sommes sur un territoire Anishinaabe non cédé. OK? Ça, c'est une affaire. Mais il est non cédé, mais il est possédé par
des industries extractives. Il n'est pas cédé? Il n'est pas cédé. D'abord, il a été colonisé. Nous autres, on n'est pas des colonisés, on est des colons. Ouais. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Alain Deneau, c'est ça. Bande de colons. Et la pièce de théâtre. Les Autochtones ont été colonisés. Nous autres, on est les colons. Les colonisateurs, c'était les entreprises qui sont venues, le bois, les mines, etc., etc. Et nous autres, on est les colons. On accomplit les basses œuvres des colonisateurs. C'est-à-dire, on leur sert de bras, on est des mineurs, on était des mineurs, des bûcherons, des ci, des ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours sur un territoire algonquin qui n'a jamais fait l'objet d'un traité, etc. Et pour comprendre cette réalité-là, il faut comprendre la vision qu'ont les Anishinaabeg du territoire, de la vie sur le territoire. Et il y a tellement de beaux enseignements à aller chercher aussi dans leur conception du monde. Alors, moi, je pense que, puis ça, on le fait à l'Action boréale, il faut travailler en partenariat, en collaboration avec les communautés, avec les organismes autochtones, quand il est question de territoire et d'environnement. Parce que les Autochtones, les Indiens sont à la mode de ce temps-là, tu sais, réconciliation, il faut les récupérer. Mais tu sais, la fameuse reconnaissance territoriale, même les Canadiens font ça au début de le match, à l'UQAT, il y a une petite conférence, on reconnaît sur le territoire Anishinaabe acquis, puis on remercie de nous recevoir, de nous permettre de nous rencontrer ici. Mais ça, ils l'ont fait au début de la colonie, tu sais. Ils nous ont accueillis, puis ils nous ont permis de rester là, même s'ils nous appelaient les Wimitigujik, ceux qui coupent trop d'arbres. Et ça, c'était les Français. Puis les anglophones, les Anglais, c'était les Saguenach, ceux qui voient de l'argent dans la roche. Ça, c'était les mines, ça. Alors, moi, je pense que cette collaboration-là est... Moi, le plus bel exemple, d'autant plus nécessaire. la plus belle illustration de ça, puis ça me frappe, en tout cas quand j'y réfléchis, c'est toujours, ça me saute d'en face. Ils ont été quoi, 8000 ans? 8000 ans ici, en laissant très peu de traces. Nous autres, en 100 ans, on a laissé... Alors, juste ça. Quand même. Moi, là, les Indiens, c'est les premiers écolos. Wow. Pas à ce point-là, mais il reste que... C'était juste qu'ils étaient une petite gang, puis ils faisaient pas... Ils étaient un peu plus collés sur la nature que nous autres. Oui, d'accord. Mais il n'y avait pas le choix pour survivre. Il n'y avait pas le choix de comprendre la nature. Ils ont choisi de développer autrement. De comprendre la nature et de dire, si tu toutes les castors dans une cabane, l'année prochaine, il n'y en aura plus. C'était une question de survie, mais en même temps, cette obligation de survivre nous a permis justement d'observer et de la comprendre, la nature. Puis ça persiste encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut les appeler les écolos, mais dans le temps, c'était des gens qui avaient cette intuition, cette science pour connaître tous les phénomènes de la nature et de ne pas se placer au-dessus. Parce que tout le monde dépendait de tout le monde, les humains et les autres êtres vivants. Tout le monde dépendait de tout le monde. Alors, mais présentement, c'est nous qui avons besoin de survivre. Mais on fait comment maintenant pour se rattacher à ce territoire-là, si on prend cette vision-là, si on y va dans cette optique-là, notre lien avec le territoire, comment qu'on le développe pour pouvoir le protéger par la suite? Bien, la nature, les écosystèmes, c'est à la base de toute forme de vie. Toute forme de vie. Puis là-dessus, c'est aussi simple que ça. Oui. Puis là-dessus, juste nous autres, de l'Action boréale, on a développé ce qu'on appelle la matrice inversée, qui s'inspire d'un peu de la façon des Autochtones de voir le territoire, mais avec des termes plus modernes. Bien, modernes dans le sens plus blanc. La matrice inversée, le principe, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand une compagnie arrive ici, il veut exploiter un territoire, il essaye de voir c'est quoi ses valeurs économiques. Comment ça paye dessus. Après ça, si, exemple, la mine, il trouve qu'un territoire a une bonne valeur, on essaye de dire on va aller vendre notre point de vue à la communauté, aux gens, donc le côté social, on convainc. Puis, naturellement, si on va essayer de faire attention à l'environnement, si on peut. Nous, ce qu'on dit, la matrice inversée, c'est exactement chaque projet qui devrait se développer, peu importe le projet, on regarde la première des choses, c'est l'impact sur l'environnement. Est-ce que le projet qui va se développer là
Il y a un impact qui va être perpétuel. Le trou de Malartic, ça, c'est perpétuel. Donc, ça, tout de suite, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Si tu pourrais faire un projet minier, mais il y a un impact minime sur le territoire, et tu peux le circonscrire, puis tu dis que ce ne serait pas si pire de le faire. Là, après ça, tu passes au côté social, puis tu regardes du côté social, est-ce que ça se fait? C'est en plein milieu d'une ville, encore là, comme Malartic, il ne passe pas le côté social. Et finalement, tu regardes le côté économique, est-ce que c'est rentable pour la communauté qui va avoir ce projet-là? C'est complètement renverser la façon de voir. Puis c'est un peu la façon que les Autochtones avaient, les Indiens, ce qu'ils avaient avant. Ils regardaient un territoire, puis ils allaient récolter de l'orignal, puis ils s'apercevaient qu'après une couple d'années, 2-3 ans, il y en avait moins. Bien, ils disaient, hop, je vais me retirer de ce territoire-là. Je pense que ça ne marche pas. C'est un peu le même principe, mais expliqué avec des mots plus blancs. Parce que là, l'industrie arrive avec ses chiffres puis ses jobs. Combien de fois vous vous êtes fait dire si tu nous coûtes des jobs? Bien, regarde, dans le cas du caribou, la première des choses qu'on se fait dire, mais là, est-ce qu'on va sauver 7 caribous puis perdre des jobs? Bien, en 1970, il y avait 120 000 jobs en forêt. En l'an 2000, il y en avait 60 000. Puis jamais qu'il avait été question du caribou, jamais qu'il avait été question d'air protégé. Comment t'expliques quand tu es parti de... C'est juste de l'émotivité, de jouer sur l'émotion des gens. Bien, puis c'est faux. C'est complètement faux. Si tu dis que les 7 caribous de Val-d'Or empêchent, tu vas perdre des jobs, fait que tu peux te dire que dans 2-3 ans plus tard, ces jobs-là vont être partis pareils, parce que si tu es rendu à miser là-dessus pour garder des jobs, il reste plus grand. Puis c'est vrai, il reste plus beaucoup de forêts qui... On voit beaucoup de territoires forestiers, mais tu regardes les valeurs forestières, c'est tous des territoires en reconstruction. C'est pas pour rien que les compagnies ils veulent aller ramasser les derniers résidus de talles de beaubois. Où sont des caribous, où sont des autres espèces. On est rendu là. Mais on dit encore le même discours. 1984, j'ai des documents quand on a commencé le dossier. Le débat qui se faisait, c'était exactement... Puis je peux citer, le ministère des Forêts disait, bien là, tu sais, si on ne va pas ramasser ce bois-là, là, ça va fermer l'usine ici à Val-d'Or. Puis c'est exactement les mêmes... Ben, puis ça fonctionne encore. Puis les gens croient ça. Tu sais. J'écoutais M. Loranger, le président de la Chambre de commerce de Rouen, qui disait à peu près la même. Ouais, mais là, tu sais, il faut mettre en perspective, puis il faut avoir un équilibre. Là, tu sais. Je le paraphrase parce que c'est pas exactement les mots. Puis je parle pas de cela d'aujourd'hui. Là. Mais ils pensent encore à peu près la même chose. Là, tu sais. On dit, ils sont même pas capables de penser que peut-être que c'est juste un petit court terme que vous parlez là. Puis c'est pas vrai qu'ils vont perdre pas pour ce troupeau-là, en tout cas. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, ça les rattrape, ce discours-là. Là. Ça commence à s'effriter. Il n'y a plus grand monde qui embarque là-dedans. Puis si on voudrait créer de la job en forêt, bien, on devrait travailler à la reconstruction de notre forêt. Puis ça, tu pourrais en créer de la... Si c'est vrai qu'on voudrait... Chaque job aujourd'hui, des gars qui travaillent en forêt sont subventionnés à 60 000 $ chacun, chaque personne qui travaille. Nous autres, les Québécois, les innocents, on donne 60 000 $ par travailleur. Hey, il y a 60 000 $, j'ai jamais gagné ça, moi, dans une année. 60 000 $, donne-les au gars, puis il va se créer une job là, avec 60 000 $, au lieu de le payer pour que nous autres, on le subventionne pour aller détruire le milieu, tu sais. Parce que c'est ça qu'ils sont rendus, ils détruisent, là. C'est plus de la récolte, là. Ouais, c'est catastrophiste, Henri, là. Non, Richard Desjardins le dit. C'est mon côté jovialiste. Oui, mais Richard Desjardins le dit, l'environnement, tu regardes dehors, il en reste en masse, là. Ah, mais, oui. Non, mais j'allais dire, il en reste en masse, puis je reviens à ma question. Votre lien avec le territoire, est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque qui vous anime pour pouvoir faire cette lutte-là? Moi, ce qui m'anime, c'est bien simple. Puis j'ai découvert que c'est une réalité. J'appartiens à l'Abitibi. J'ai déménagé ailleurs. Quand j'étais plus jeune, j'étais allé ailleurs. Puis je suis toujours porté à revenir ici. Puis pourtant, à chaque année, je vais passer 1 mois enfermé dans le bois, sans électricité, sans rien. Tu sais. Puis c'est... fait que ce que les Autochtones m'ont, sans me l'avoir enseigné, ça m'a été transmis. J'appartiens à ce territoire-là. Je ne suis pas capable de déménager. Je vais mourir ici. Tu sais. Parce qu'on m'a offert des jobs à Québec et à Montréal. Greenpeace m'a offert des jobs, puis d'autres groupes. Mais il fallait que je déménage. Puis j'aime mieux mes épinettes qui sont en train de crever que les chênes dans le sud de Montréal. Moi, même si je ne suis pas née ici, je suis une fille d'Abitibi, puis je la vends à bien du monde autour.
C'est comme, j'ai besoin de l'hiver, j'ai besoin des changements de saison, j'ai besoin que l'hiver, ça ne soit pas des branches pas de feuilles, qu'il y ait des sapins, des épinettes de toutes les sortes. Fait que c'est comme, pour moi, c'est chez nous, là, c'est vraiment chez nous. Mon Dieu, quelle belle Euthiérie. Euthiérie. Fais-toi On va faire le dictionnaire. Moi, j'aurais aimé reparler des jeunes. On peut-tu? Oui, mais oui. Mais Parce en fait, que là, tu disais, Thierry. c'est ça? on va y aller avec Thierry, puis on parlera des jeunes. Non féminin. Encore. Sentiment peur. positif et réconfortant d'unité avec la terre et avec ses forces vives, où les limites entre le soi et le reste de la nature sont effacées et où un profond sentiment de paix et de connexion envahit la conscience. Vous êtes donc bien Euthiérique, vous autres. Il y a combien de mots dans ton livre, Doris? C'est un dictionnaire. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que, en fait, moi, je pense que les jeunes sont comme très ouverts et très sensibilisés. Actuellement, puis il n'y a pas juste Greta, là, oui, elle a entraîné du monde, mais il y a comme cette sensibilité-là. Je suis un peu inquiète en même temps parce que je trouve qu'on les a... Tu sais, des fois, on fait agir, mais on fait agir à ramasser les cochonneries qui traînent, comme si c'est des gestes individuels, la planète. Des fois, je me dis, quand on parle d'éduquer, puis de faire comprendre, puis d'informer, je pense que là, il va falloir comme être à l'affût parce que c'est pas juste ramasser les cochonneries à terre. Il y a comme beaucoup plus large que ça. Puis c'est super important, là. C'est important le compost, puis c'est important d'enlever du plastique. Puis, tu sais, je dénigre pas ça. Mais, tu sais, c'est un petit morceau par rapport à ce qui se passe actuellement. Puis il faut voir ça. Je pense que l'action... on doit sentir qu'elle est plus large, puis qu'elle doit être portée plus large que ça. Faut que les jeunes ils ont le goût d'être dehors, de jouer. Ils aiment ça quand ils en profitent. Puis quand on lui fait vivre des expériences le fun, ils veulent le refaire. Fait que je pense qu'il va falloir trouver une façon un peu de mousser ça pour pas que ça prenne juste quelque chose en tout cas, des instrumentalisés pour qu'ils ramassent je vois l'image des masques à terre, là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Là. Mais tu sais, oui, ils sont importants, les gestes individuels, mais on est ailleurs. Là. On a comme des gouvernements qui n'ont pas fait les bons choix, qui continuent d'essayer de ne pas les faire. Je regarde quand on a fait le gazoduc à Rouen, c'était une belle lutte, puis ça a été super le fun, je n'ai pas pensé la nommer tantôt, mais il y avait beaucoup de jeunes autour de ça, ça a bougé, c'était comme super intéressant, puis les gens ont pris ça à cœur, ils ont vraiment, ils se sont appropriés la lutte, mais c'est de l'information, il faut taper sur le clou, il faut les rencontrer, il faut rendre ça accessible et compréhensible, là. Fait que ça, c'était très concret, là, mais il reste que... Je pense que c'est là que les jeunes... Puis les jeunes sont assez sensibilisés, en tout cas, sur le risque. Oui, c'est important aussi si on veut avoir une pension, nous autres, c'est important de miser sur les jeunes. C'est une pension ou une relève? Je pense que c'est plus une relève, hein? Oui. Bien, la relève, j'imagine qu'ils vont nous faire vivre s'ils sont contents de ce qu'on a fait. Non, j'ai pas besoin de... Pas parce que je suis riche, quand même pas. Non, mais tu as raison. Moi aussi, c'est ce que j'ai noté. Puis une des choses, j'avais été vraiment surpris quand j'étais à Amos, quand la mine Sayona voulait s'implanter à Amos, puis de voir le nombre de jeunes qui se sont retrouvés devant la compagnie qui essayait de passer à côté des audiences publiques, puis la mobilisation qui s'était faite. J'étais surtout surpris parce que c'était à Amos. Puis ça avait toujours été un mystère pour moi. Pourquoi qu'on avait de misère à Amos à attirer des gens dans le secteur environnemental? Puis c'est là que ce mouvement-là était plus fort qu'un peu partout ailleurs. Fait que il y a toujours d'espoir. Mais c'est important de dire aussi la vérité. Moi, je pense que souvent, on essaye un peu comme... Ça arrivait souvent, moi, je faisais une conférence, puis tout le monde dit « Tu peux-tu finir avec quelque chose de positif? » Ben oui, mais tu sais, je peux bien finir par positif, mais si ça va mal, tu sais, dire ça va aller plus bien demain, mais tu sais, c'est que la question, je pense, un peu comme on dit à un enfant, il ne faut pas trop, dis-en pas trop, tu sais, tout de suite, parce que ça va le froisser. Je ne crois pas à ça. Je comprends qu'on ne peut pas juste dire que ça va mal. Bien, dire la vérité, puis après ça, dire qu'il y a des moyens, comme on fait, là, dire, regarde, il y en a des batailles qui se gagnent, puis il faut les mener. On n'a pas le choix. C'est comme les gens qui sont en Ukraine. T'as beau lui dire que ça va aller bien de même, puis ramasse tes guenilles, pas sûr que c'est la bonne chose. Il voit puis on est en guerre. C'est ça qu'il a fait, c'est qu'il faut réaliser qu'on est en guerre, puis c'est la dernière qui se passe. Si on la perd, on va tout y passer, là. Puis
Puis on est capable de la gagner, parce que la Terre, on sait qu'elle a une résilience qui serait capable de nous faire vivre, pas au niveau du Québécois. D'ailleurs, il y a le jour qui appelle le jour de déplacement qui arrive au mois de juillet. Quand tu regardes, si on vit comme nous autres, ici, tout le monde en salle, en moyenne, bien nous autres, le jour de déplacement, c'était le 14 mars. Ça veut dire que là, présentement, on vit sur le capital. Donc, votre capital, à vous autres, les générations futures. Fait que c'est ça la réalité. Et en Afrique, tu vas avoir des pays là, qui, eux autres, sont sous, ils ne touchent même pas au corps de l'intérêt que la nature. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il faut qu'en grande affaire, dans n'importe quel débat, c'est qu'il faut diminuer notre consommation. C'est ça. C'est pas juste de changer un char à gaz pour un char à électrique. C'est qu'il faut que tu diminues l'utilisation de chars. Il faut que tu diminues le nombre de chars. Puis je pense que c'est des solutions que les gens comprennent. Puis les jeunes ont la chance qu'on a, c'est qu'ils ont une instruction assez poussée pour tout comprendre ça. Nous autres, on n'avait pas tout ça. C'était dur de parler au monde de mon âge. Là, puis, moi, j'avais un secondaire. Fait que, j'aurais pas lu, j'aurais pas été capable de comprendre ces mots-là dans le temps. Là, j'ai encore de la misère. Il va falloir nous les répéter un petit peu, une fois de temps en temps. Mais non, mais c'est bon. On parlait d'évolution, justement, de comment la lutte s'est faite. Mais oui, c'est vrai qu'avec l'information, on est un petit peu plus outillé pour prendre les bonnes décisions. Après ça, l'appel à l'action, justement, est des fois plus difficile. Puis oui, au jour de la Terre, aller ramasser des déchets, de nettoyer les berges de la rivière, c'est le fun, mais il faut aussi penser qu'il y a peut-être un mode économique qui ne marche pas, puis il y a des grosses compagnies comme Nestlé qui s'entorchent que tu ailles ramasser ta berge, là. Fait que il y a ça aussi qu'il faut penser. Puis qu'on a... À tout seul, c'est difficile d'avoir de l'impact sur eux autres, hein? Puis tu regardes un peu quand les compagnies ou des gouvernements donnent des subventions, comme là, j'ai appris qu'Équiterre vient de recevoir 4 millions là, pour faire la promotion du char électrique. Ils n'ont pas donné... comment ils nous ont donné à l'Action boréale? Pas gros, hein? Fait que, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut aussi être critique. Moi, quand je donnais encore puis je faisais ça quand j'étais plus jeune, là, quand je donnais des présentations, je commençais toujours en disant, bien là, moi, en commençant, je lui disais, je vais vous compter deux faussetés, 2 mensonges. Parce que je savais que la première question qu'on avait, c'était ça. T'sais. Fait qu'à Montréal, puis tu fais ta présentation, puis à la fin, le premier qui se présente au micro, et c'est quoi tes 2 mensonges? Ben, il dit, tu me connais-tu? Le gars, non. Ben, il dit, qui dit que je ne suis pas un charlatan, puis je te compte... Qui me dit que je ne suis pas un charlatan, je te compte n'importe quoi? Il faut que tu apprennes aussi à être critique, autant avec Internet. Tu sais, sur Internet, il faut que tu regardes ce que c'est que l'autre qui est en face de toi, la compagnie, eux autres, pour avoir un portrait qui est plus juste. Parce que sinon, Internet, c'est beau, cette information-là, mais si tu n'es pas critique, il t'emmène où tu veux. De toute façon, tu fais juste parler, comme là, j'ai dit le mot char, si c'est enregistré, je suis certain que demain, sur ma page Facebook, j'ai des chars à vouloir acheter. Une belle pub de Tesla. Probablement de Tesla. C'est-tu l'heure de la conclusion? Moi, ce que je vois, c'est encore un 4 minutes, mais on peut conclure ça. Ouais, 4 minutes à l'avance. Conclusion, comment on conclurait ça, donc, pour que ça soit... Ouais, j'ai un beau texte pour conclure. Oui. Je pensais que tu pour me dire j'ai un beau mot. Non, Il y en a beaucoup. Voulez-vous que je vous le lise? Comment tu dis ça, un mot de la fin, une nouvelle façon de dire ça? Ça, les fils. On va avoir besoin du dictionnaire aux 2 lignes, là. Enfin? Collapsologie, mais je ne suis pas collapsologiste. Non, c'est un texte euthyérique, un poème que j'ai écrit lors de mon 3e retour à la Terre, mais sans lien avec le territoire. Moi, je suis imbibé du territoire depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé à travailler dans le bois comme étudiant en exploration minière, oui. Mais j'en ai fait du millage dans le bois, toute la Abitibi. Bref, sur le sable émouvant de l'esquerre éventré, ma main glisse sur le vent et caresse le temps. La mémoire des cailloux dans mes yeux pétrifiés me redonne un instant tout le poids de mes ans. Quand l'eau était profonde et glaces et lacs immenses, je vivais déjà loin dans le temps végétal, à marcher sur la terre qui gémit en silence, à labourer l'hiver sous le ciel boréal. Dans un val qui n'adore que le feu des aurores, j'établis mes repères dans la glaise entêtée. Les corbeaux me diront comment trouver la mort.
au détour du chemin ou dans la voie lactée. Dans le froid cœur fendre, le corps chaud ne résiste qu'à l'abri de l'automne, quand son antre et sa peau, cherchant l'arbre flamboyant épargné par la piste, la rivière sombre dans la nuit blanche des bouleaux. Au-delà, virgule, c'est important la virgule, c'est ponctuation. Au-delà, l'horizon se découpe à la hache, d'où parviennent en écho des sons noirs et tranchants. Le désir passager sur les ailes des bernaches me ramène au silence animal de la ouache. Dans le ventre arabesque du vallon argileux, je rebâtis maison comme ultime défi, aux froidures qui sourient sous le masque du feu, au murmure des fissures dans le voile de la nuit. Je ferai à rebours les détours de ma vie. Au retour du présent, l'avenir sera long à tracer le parcours des jours inassouvis, à regarder venir la dernière saison. Arrivé au moment où les heures se condensent, entrerai-je sous la neige comme un lièvre apeuré, ou volerai-je à la mort comme l'oiseau qui danse sur le blanc de l'oubli, figeant l'inachevé. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure ça là-dessus. Ben, moi, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je ne saurais que rajouter. Merci beaucoup à tout le monde. Ce serait la première chose à rajouter. Puis, Doris, ça serait le fun que tu nous le partages. Comme on dit dans les médias, on va mettre ça dans nos médias. Sur le web. On va le mettre ça sur le web si tu nous accepterais ça. Je peux vous l'envoyer. Mais ça date de... c'est vieux, ça? Ça date de 30 ans. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Je pense que ça pourrait être ça avant de vraiment conclure. Ça va être une dernière. Ça date de 22 ans, mais c'est plus actuel. Ben, les bernaches, les lièvres, c'est actuel. Ce ne sera pas un dernier mot, ça va être une dernière phrase. 2 phrases. Mais là, c'est acceptable. C'est acceptable. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, tu sais, toi qui veux changer le monde, j'ai dit toujours, j'ai jamais voulu changer le monde. J'ai toujours dit la même chose. Moi, je mets des graines de sable dans la machine. J'espère qu'elle griche un jour assez pour que le monde l'entende puis qu'il décide qu'il faut qu'on l'arrête. Ça, c'est ce que je dis au monde. Puis l'autre chose, puis je dis souvent, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais j'en ai un, je viens de penser à ça, j'en ai un à donner. Ça s'appelle, c'est assez court, c'est « Mêlez-vous de vos affaires ». Puis ce qui se passe sur la Terre, c'est vos affaires. Si vous en mêlez pas, il y en a d'autres qui vont s'en mêler à votre place. Mêlez-vous-en. C'est tout. Mais Henri... Merci. Prochaine fois que quelqu'un te Juste dit... ajouter, mêlez-vous de vos affaires puis faites-le en gang. Parfait. La prochaine fois qu'on te dit, mais tu veux changer le monde, tu dis oui, puis ça presse, parce que sinon, c'est le monde qui va nous changer. Puis ça ne sera pas pour le mieux, ça va être pour le pire. Ben, on vous revient dans 5 minutes. Ben oui, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci, Wina. Merci, Mathieu. C'était Appropriation culturelle de podcast. Appropriation